prochain oligarque, ou tout au moins valet servile de l'oligarchie, Jean-Michel Darrois. Petit Ça générique marche. peut-être? Ouais. Voilà, Jean-Michel Darrois. Alors Jean-Michel Darrois, il est né, c'est maître Darrois. Il est né à Paris le 4 juillet 1947. On l'appelle, certains l'appellent l'avocat qui murmure à l'oreille des patrons, ou encore le dernier à les tutoyer. Il est marié à Bettina Reims. Bettina Reims, c'est une célèbre photographe, une grande photographe. C'est elle qui a fait le portrait présidentiel officiel de Jacques Chirac, qui était dans les mairies et ministères. Et son père était maître Reims, qui était un académicien, grand commissaire-priseur, historien de l'art, grand collectionneur, et Académie française, hein, je précise. Et sa mère, qui était quelqu'un d'assez médiatisé à son époque, et sa mère, c'est Lily Kramer, la fille de Kurt Kramer et d'Alix de Rothschild. Donc, elle est une Rothschild, sa femme, Bettina Reims, Bettina de son nom de jeune fille Kramer. Elle est une Rothschild apparentée à la branche Von Morse des Rothschild. Et lui, maître Reims, son père, était un lointain cousin des Lazare. C'est le hasard qui veut ça, pardon, probablement. Euh, Jean-Michel Darrois est un grand ami de Laurent Fabius. Il a deux grands amis, deux grands anges gardiens, comme il le dit. Il a Fabius comme grand ami et Alain Minc. Alain Minc, Fabius va lui apporter le réseau de la haute administration et des politiques. Alain Minc va lui apporter le réseau des grands patrons, finalement. Son amitié avec Fabius remonte à 1968. Ils étaient ensemble à Sciences Po. Et à Sciences Po, la première note, Darrois va avoir 5, Fabius 19. C'était une grosse tête, Fabius. Et il sortait avec Elisabeth Huppert. Ça n'a pas duré, mais Fabius est sorti avec Elisabeth Huppert à l'époque euh, des 68. Euh, Fabius, il a beaucoup aidé Maître Darrois, a beaucoup aidé Fabius pendant l'affaire du sang contaminé. Il lui a apporté un soutien psychologique très très important. Il, euh, il, euh, il était à ses côtés. Il a mené une défense qui a produit ses effets, visiblement, puisque Fabius a été relaxé devant la Cour de justice de la République, qui est une cour spéciale. Euh, et ils sont, en fait, ça a été très dur pour Fabius, puisque ses enfants recevaient de l'encre rouge à l'école. Il a fallu vraiment l'aider, si bien qu'ils sont allés avec lui, Fabius et lui sont allés dans la maison de campagne des Banataires. Puis, jour après jour, on préparait la défense avec un plateau repas dans son cabinet avec Fabius. C'était vraiment il a vraiment aidé son ami et il a tout fait pour que son ami Fabius soit relaxé. Darrois également a monté une maison de vente aux enchères avec Fabius, bien entendu, avec Marc Ladré de la Charrière. C'est un oligarque bien connu aussi. On en reparlera. C'est lui qui avait embauché euh, euh, Madame Fillon à la revue des Deux Mondes. Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, Jérôme Clément, ancien PDG d'Arte, Michel Sicurel, ex-directeur de la compagnie financière Edmond Rothschild. Il a créé avec eux la compagnie, la maison de vente aux enchères Piazza, qui ne gagne pas beaucoup d'argent, même qui semblerait en perdre, mais c'est un passionné d'art. Euh, et on peut parler peut-être du fils de Fabius, justement.
qui est, qui est défendu par Maître Cyril Bonan du cabinet Darrois. Donc, il y a toujours le cabinet Darrois qui est là pour aider les Fabius. Et, sachant que Maître Darrois est également très copain avec Sarkozy. Hein. Donc, et on verra ce que Sarkozy lui a confié comme mission. Concernant le fils de Fabius, précisons que la justice a été assez clémente avec lui, pour le moins, puisque dans l'affaire de son appartement, on a mis du temps à lui poser des questions. Il y a eu 12 heures de garde à vue, il est sorti, blanchi, immédiatement la garde à vue. En octobre 2015, il a quand même fait l'objet d'un mandat d'arrêt international aux États-Unis. Il est accusé d'avoir émis des chèques sans provision à Las Vegas, dans un casino, pour un montant supérieur à 3,5 millions de dollars. Au cours de la soirée du 15 au 16 mai 2012, il aurait perdu auprès de 3 hôtels de Las Vegas, le Palazzo Laria et le Cosmopolitan, 3,3 millions de dollars. Le mandat d'arrêt n'étant pas international, Thomas Fabius estimé qu'il n'était pas nécessaire de revenir aux États-Unis, d'encourir une peine de 10 ans ferme de réclusion pour ce qu'il considérait comme un vol, l'émission de chèques sans provision étant intentionnelle. On nous apprend, dit-on, j'ai pris cette information sur Wikipédia, hein, je précise. En 2016, il est mis en examen en France pour avoir rédigé un faux ordre de virement de 200 000 euros adressé à un casino de Marrakech, le Mamounia, bien connu, où il avait ses habitudes. Et il a été condamné pour cette affaire septembre 2009 pour escroquerie devant le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 75 000 euros d'amende dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ça, c'est pratique. Hein. Marc Ladret de la Charrière a profité aussi de... Comme ça, on passe pas devant le tribunal, on passe pas devant les photographes, les journalistes. On est condamné à une somme ou une faible peine de prison, et puis tout est réglé. Donc, j'ai parlé de Fabius parce qu'il est très proche de Fabius. Est-ce que Fabius et la famille sont défendus par le cabinet Darrois? En fait, donc je disais qu'il est très copain avec Sarkozy. Il lui a confié notamment une mission il a présidé la commission sur les professions d'avocats avec comme rapporteur Laetitia Avia, des jeunes avocates embauchées chez lui. Et ça, c'était en 2009. Nicolas Sarkozy voulait à un moment même le nommer ministre de la Justice en remplacement de Rachida Dati. Bon, ça s'est pas fait. Revenons au début de carrière de Jean-Michel Darrois. Il commence à s'installer avocat en 1972, avocat fiscaliste à l'époque, avec des clients prestigieux comme Johnny, Catherine Deneuve ou encore Romy Schneider. Tellement proche de Fabius qu'on lui demande d'intervenir toujours auprès de lui. Alors, c'est ce qu'il dit. Il a préféré abandonner la profession d'avocat fiscaliste pour celle des fusions-acquisitions. C'était une bonne idée, c'était une belle affaire, et parce qu'il a été l'un des premiers à le faire avec Jean-François Prat, qui avait créé son cabinet aussi de fiscaliste, Jean-François Prat, pas de fiscaliste, d'avocat spécialisé en fusion-acquisition, avec Jean-Denis Bredin et Robert Badinter. Et le droit des affaires, c'est quelque chose de très rentable, on le voit aujourd'hui. Tout le monde part, on voit encore l'ancien Premier ministre socialiste. Tu peux peut-être me dire son nom. Le dernier Premier ministre socialiste, petit nuage futé, est-ce que tu peux me donner son nom? Cazeneuve, non, c'est ça? Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que vous m'entendez, les amis? Alors, moi, je t'entends. Par contre, petit nuage, je ne la vois plus. Je peux continuer. Et puis, tu n'hésites pas à m'interrompre si tu as des questions, s'il y a des questions que tu vois apparaître. Donc, je continue. Je suis là. C'était Manuel Valls que tu voulais dire. Non, c'était Cazeneuve, en fait. Non, c'était Cazeneuve. Ah, pardon. Ouais.
donc je continue, merci. Donc, il a monté une activité d'avocat spécialisé dans les fusions-acquisitions. Aujourd'hui, ils sont 26 associés, 49 collaborateurs pour un CA de 80,5 millions d'euros, ce qui en fait le cabinet d'avocats le plus rentable de Paris. Alors, les fusions-acquisitions, à partir des années 90, c'est devenu très à la mode. Il y a eu les privatisations, et à partir des privatisations à partir de 1986, et à partir de ces privatisations, de nombreuses fusions-acquisitions ont eu lieu. Et Darrois, la spécialité de Darrois, c'est d'avoir été capable de facturer cher, de mettre l'avocat au centre de l'opération des fusions-acquisitions, notamment avec l'aide de la banque Lazare, sachant que les fusions-acquisitions, ça se fait souvent au détriment des salariés. C'est des licenciements, c'est des économies d'échelle et c'est moins de concurrence. Il est associé en fait au départ avec Emmanuel Brochier, Philippe Villet et Alain Maillot, qui sont des avocats assez connus. Il a également comme associé Marie-Noëlle Dompe, qui est une ancienne magistrate de la COB, avocate associée au cabinet. Bon, ça pose des problèmes, puisque la COB, c'était le prédécesseur de l'AMF. Avoir une magistrate de la COB, ça pose des problèmes de conflit d'intérêts. Cette femme connaît du monde au sein de l'administration, au sein de l'AMF, qui est une autorité administrative indépendante, a priori. Ça pose quand même des conflits d'intérêts. On le voit au dîner du siècle, où il y a beaucoup de présidents d'autorités administratives indépendantes qui sont présentes et qui sont avec des avocats, des gens de la finance. Comment ces gens-là peuvent prendre des décisions en toute indépendance? Je rappelle que nous sommes allés à la commission, à la CNIL, et nous avons été reçus et nous avons fait part de notre étonnement de voir que la présidente était au dîner du siècle, alors qu'elle devait contrôler des sociétés qui étaient présidées par d'autres personnes présentes à ce dîner. Et Jean-Michel est doté d'une imagination juridique débordante, dit Alain Minc. Il a une sorte de sixième sens sur les dossiers et il est d'une discrétion absolue, affirme Stéphane Courby. Alors, Stéphane Courby, c'est le PDG de Benijai Group. C'est le leader mondial des émissions de flux, c'est-à-dire des jeux télé, des débats télévisés, qui produit les émissions de Nagui, les émissions de d'Hanouna et de beaucoup d'autres. Et ce type est parti de rien avec Arthur dans les années 90. Il a profité du statut de producteur, animateur, du statut financièrement très avantageux, et il a monté à coup de vente et de rachat ce leader mondial avec, bien entendu, l'aide d'oligarques, notamment Vincent Bolloré et Marc Ladré de la Charrière, dont on a parlé il y a un instant. L'OPA, il s'est occupé de l'OPA de Pinault sur la Compagnie française de l'Afrique occidentale, la CFAO, dont tu as parlé. Un petit nuage futé. Voilà. Eh bien, c'était Jean-Michel Darrois qui était l'avocat. En 1991, il participe également à l'OPA de Pinault sur le printemps. Et ça avec la banque Lazare. Et il faut quand même rappeler cette OPA, elle a permis à Pinault d'être propriétaire tout en étant minoritaire. Et ça a tellement fait scandale que une loi a été votée après pour que une OPA soit déclenchée dès qu'on atteint les 33% du capital, dès qu'on est propriétaire de 33% du capital. Alors bien entendu, il y en a certains qui, comme Arnaud, essaient par des prête-noms comme tu en as parlé tout à l'heure, ou par des sociétés écrans dans des paradis fiscaux, essaient de racheter des actions en douce, ce qui est totalement illégal, mais rarement poursuivi malheureusement.
Il s'est également occupé de l'OPA de Nestlé sur Perrier. Alors, on pourrait parler de ce qui s'est passé, et c'est Lazare qui était au centre de tout ça. Il y avait à la fois Danone, ce qui est autrefois BSN, avec Antoine Riboud, le PDG emblématique, et la famille Agnelli, qui voulait racheter Exor. Alors, c'est assez compliqué, sachant que dans Exor, il y avait Perrier. Eh bien, c'est Lazare qui a fait le deal, qui a dit ça va revenir à Nestlé, Perrier va revenir à Nestlé, les eaux à Danone, le reste des eaux à Danone, et puis le reste d'Exor, qui était un holding français, hein, ça va revenir à la famille Agnelli. Et la famille Agnelli n'a rien eu à redire. Donc, elle a été un petit peu échaudée quand elle a su, la famille Agnelli a dû obéir à Lazare, finalement. Et c'est Lazare, avec l'aide de Jean-Michel Darrois comme avocat, qui a fait le deal finalement, qui a fait ce Yalta des grands patrons, ce Yalta des eaux. Et par la suite, il a également occupé de l'OPA de AXA sur UAP en 1996 avec Claude Bébéar. Claude Bébéar, hyper puissant patron, euh, comment, parrain du capitalisme. C'est lui qui a demandé, qui a exigé que le patron que le patron Messier, le patron de Vivendi, quitte son poste alors qu'il n'était rien du tout, pas du tout actionnaire, mais qui a parlé de la défense de la place de Paris. Vous voyez, et ça revient souvent. La défense de la place de Paris, enfin, c'est la défense des intérêts de l'oligarchie. Sanofi, il s'est occupé aussi il a géré l'OPA de Sanofi sur Adventis en 2004 ou encore de celle de Total sur Elf en 1999. Il a eu en charge l'OPA de Pernod Ricard sur Allée de Domecq, qui a permis à Pernod Ricard d'avoir une dimension vraiment internationale. Donc, il a géré de très, très gros dossiers avec des factures considérables, de plusieurs millions d'euros probablement. Il est proche également de Maurice Lévy, l'ancien PDG de Publicis, le numéro 2 mondial de la publicité, ou numéro 3, ça dépend. Arnaud Lagardère, on vient d'en parler, ou encore Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues, qui dit à son propos, je cite, « Il n'y a pas une semaine sans que l'on se parle ou que l'on se rencontre. C'est quelqu'un de très réfléchi. Il sait me tempérer, me rassurer, un peu comme un médecin de famille. » Il a, à son tableau de chasse, il a obtenu la relaxe de Bernard Tapie au volet pénal dans l'affaire du Crédit Lyonnais, tout dernièrement. Tapie restant condamné sur le plan civil, c'est-à-dire financièrement, il doit rembourser l'État. Maurice Zaffran, qui est un journaliste, grand macroniste, journaliste de Challenge, grand macroniste de la première heure devant l'Éternel, a une anecdote à son propos. Dans une opération, il y a un grand patron qui voit arriver 8 millions de francs d'honoraires après avoir bouclé une opération. Et ce grand patron croit qu'en fait, il s'agit de 8 millions de francs anciens, donc de 80 000 francs nouveaux. Ben non, il s'agissait bien de 8 millions de francs lourds. Pour Hervé Thémine, on a parlé tout à l'heure d'Hervé Thémine. Hervé Thémine qui est un grand avocat pénaliste et de droit des affaires, puisque souvent pour ces gens-là, pour ces avocats, on voit sur Veille-Jourde, on voit pour le cabinet Prat, Bredin, Badinter, le droit pénal est une activité annexe qui permet d'avoir une certaine publicité et on fait de l'argent avec le droit des affaires. Vergès marchait comme ça aussi. Pas chez Darrois, qui sont vraiment spécialisés en droit des affaires. Hervé Thémine, qui est un grand avocat pénaliste, on en a parlé tout à l'heure avec Johnny et Lagardère, et qui a dans son cabinet la femme de Benjamin Griveaux, Madame Maître Minkowski, qui est la petite fille d'un grand professeur de médecine, un grand pédiatre, et qui donc qui est la femme de Benjamin Griveaux et qui avait
qui a écrit le programme de Macron, le programme Justice, je précise, de Macron. Donc Hervé Temmin a rencontré sa femme Bettina Reims, dont on a parlé tout à l'heure. Non, c'est Hervé Temmin, c'est grâce à Hervé Temmin que Maître Darrois a rencontré Bettina Reims. Il a su imposer le rôle d'avocat d'affaires, dit Maître Temmin, qu'il le connaît bien, même s'ils se seront associés à un moment, puis ça n'a pas marché. C'est le banquier qui dictait sa loi et l'avocat était considéré comme un prestataire de second rang, dit-il avant. Dans les banques d'affaires américaines, c'est un peu le cas puisque les avocats sont directement incorporés dans les structures de la banque. Avec Darrois, les avocats sont devenus aussi importants que le banquier quasiment. Avec tous ces montages, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, tous ces montages en tuyaux de poêle, comme disait Antoine Bernheim, ou de poulies bretonnes, comme dit Bolloré. En fait, Darrois, il faut vous dire les choses comme elles sont, il a une certaine proximité avec les juges qu'il a fréquentés dans le cadre d'initiatives visant à se faire rencontrer les avocats et les magistrats. Ça a commencé à l'époque de Francis Tegen, qui était bâtonnier, ancien ministre de la Justice du général de Gaulle. Il a un sacré réseau, il est apprécié par pas mal de gens, par le petit milieu de la magistrature. Donc, quand on a Maître Darrois en face de soi et qu'on est magistrat, on fait attention, notamment pour sa carrière. Un jour, Maître Pelletier, qui est un autre avocat pénaliste, lui a confié un dossier pénal, alors qu'il ne fait pas de pénal a priori, mais il voulait en faire. Et il est allé à Fleury-Mérogis avec son chauffeur, sa voiture. Donc ça, c'est la petite anecdote. En 2012, il y a deux de ses associés qui ont quitté la porte, qui étaient Maître Hervé Pisani et Olivier Diaz, deux stars montantes des fusions-acquisitions, qui ont quitté son cabinet parce que visiblement, il ne pouvaient pas progresser suffisamment en notoriété peut-être au sein du cabinet. Et comme on dit, il y a une phrase que j'ai dite par une personne dans un article, mais à l'ombre des grands arbres, rien ne pousse. Voilà pour Maître Darrois. C'est un homme qui compte, c'est un homme ami des puissants, et c'est un homme sans lequel les gredines ne peuvent se faire, et c'est un homme qui a profité beaucoup du système des banques d'affaires. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. Par contre, tous ces avocats, ces maîtres, en fait, pourquoi on les retrouve pas pour le peuple, en fait? Parce que en fait, ils sont derrière tous ces oligarques et il nous en faudrait pour nous des avocats. T'as pas les moyens, oui, je pense qu'on voit pour être bien défendu, il faut avoir les moyens. Si tu veux, les avocats. Lui, quand tu vois ses factures, c'est plusieurs millions de francs, d'euros maintenant. Donc, si tu veux, je pense que c'est un autre monde, si tu veux. Et alors, il vient d'avoir une question là, mais bon, seriez-vous d'accord pour dire que parler d'une oligarchie sioniste, d'une oligarchie franc-maçonne serait incomplet pour pouvoir cerner ce qui unit toute cette oligarchie? Alors, est-ce que l'oligarchie, on peut dire que l'oligarchie est sioniste, ou en tout cas, on va dire franc-maçonne et peut-être même plus? Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a, oui, il y a des juifs, il y a des francs-maçons dans l'établissement. Alors, voilà, c'est tout. C'est surtout l'idéologie mondialiste, mais eux, ils sont au-dessus de tout ça, en fait. Ils ont l'argent, c'est des plutocrates. Et en fait, ils sont au-dessus de tout ça. Après, effectivement, Monsieur Darrois, lui en particulier, il est quand même marié à sa femme fait quand même partie de la branche von Worms de la famille Rothschild. Donc, il y a un lien, c'est clair. Voilà, après, il y a des liens par-ci, par-là, mais en fait, c'est surtout le mondialisme qui est porté à travers tout ça, et ça, c'est ce qui les relie tous, je pense.
Ouais, je pense que c'est plus l'idéologie mondialiste, c'est plus euh, l'idéologie déracinée qui les porte, comme tu le dis si bien, que tel ou tel groupe. Voilà. Ceci dit, il y a des amitiés qui se créent ici et là. Hein. On l'a vu avec Kiroun, la franc-maçonnerie l'aide beaucoup. Ou le préfet l'allemand, d'ailleurs. Oui, oui, c'est très important quand même. Hein. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de Bretons dans la marine. Hein. Non. Ça aide d'être breton, d'être dans la marine. Ouais, ouais. D'autres questions? Petit nuage futé, peut-être une remarque? Non, juste, moi, c'est par rapport, parce que j'avais regardé un petit peu pour sa femme, mais elle est photographe, donc comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, elle avait fait une exposition où elle avait pris en photo des animaux empaillés et elle cherchait à percevoir l'expression de vie à travers leurs yeux. Et je trouvais ça quand même assez particulier. Enfin, ouais. C'était la petite remarque en plus, quoi. Mais enfin, voilà, quoi, tout ce truc-là, enfin, ça en dit beaucoup, ça en dit long sur ces gens-là aussi, quoi. Ouais. Alors, pour la petite histoire, nous sommes allés, l'équipe du 94 est allée dernièrement devant leur domicile, qui est 30 rue, comment, 30 rue Barbé de Jouy, dans le 7e arrondissement, sachant que Bernard Arnault est au 34, à son hôtel particulier qui appartenait autrefois au Lagardère, maintenant qui appartient à Bernard Arnault. Et au 32, nous avons la résidence privée de l'archevêque de Paris. Voilà, nous sommes donc, il y a une équipe, je pouvais revoir sur la page Facebook du 94 qui est allée à leur domicile. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui. Elle dit des choses, Bettina. Elle a donné une interview. Tu vas certainement avoir le lien. Tu vas pouvoir certainement diffuser le lien, David. Elle a diffusé une interview. Du moins, elle a donné une interview à Salamé Léa Salamé sur France Inter. Et elle dit la puissance, c'est un mot que je n'aime pas. L'artiste incompris, quoi. Ouais, ouais, ouais. Elle dit qu'avant. Je sais pas. Alors je termine. Elle dit qu'avant Je d'être. sais pas si tu vas remettre le lien. Elle dit qu'avant d'être photographe, elle n'était pas quelqu'un d'intéressant. Elle aurait pu se contenter d'être une héritière, mais Bettina Reims a préféré travailler et devenir l'une des plus grandes photographes du monde. Voilà, oui, c'est un autre monde, je crois. Ouais, ça rappelle un peu Ariel Dombal, la compagne d'un autre. C'est vrai. Et elle Alors, le dit, l'ambition. Alors elle dit l'ambition, je l'avais. Je ne sais pas si je l'ai encore. Mais la puissance, c'est peut-être plutôt masculin. Les femmes sont puissantes, ou je les rends puissantes, fortes et fragiles à la fois. La puissance, c'est un mot que je n'aime pas. Voilà. C'est vraiment une artiste incompris. Ah ouais, ouais. Très intéressant.